Bonjour à toutes et à tous, et merci d'être avec nous aujourd'hui sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour plonger dans un épisode particulièrement intense de Plus belle la vie, avec le résumé détaillé en avance de l'épisode 491. Un épisode lourd de sens, chargé d'émotions et de tensions, où chaque regard, chaque silence et chaque parole pèsent bien plus qu'il n'y paraît. Au Mistral, une affaire en apparence banale va faire vaciller tout un équilibre. L'arrestation d'un adolescent tourne au drame lorsque Martin accuse Idriss de violences policières. Très vite, la situation échappe à tout contrôle. Ce qui devait être un simple acte de police devient une bombe judiciaire et morale. Idriss, capitaine expérimenté, sûr de ses gestes et de sa conscience professionnelle, se retrouve soudainement mis en cause. Le doute s'installe, non seulement dans l'institution, mais aussi en lui-même. A-t-il franchi une ligne sans s'en rendre compte, ou est-il victime d'une accusation calculée? Face à lui, Martin n'est pas seulement un délinquant présumé. C'est un jeune garçon blessé, en manque de repères, prêt à tout pour ne plus être celui que l'on juge sans jamais chercher à comprendre. Entre vérité, colère et manipulation, l'enquête s'annonce explosive, d'autant plus qu'elle fracture le commissariat de l'intérieur. Stanislas est chargé de faire la lumière sur cette affaire sensible, tandis que les versions s'opposent frontalement et que la confiance se fissure entre collègues. Mais ce drame professionnel déborde rapidement sur le terrain intime. Luna, tiraillée entre sa compassion pour Martin et ses sentiments pour Idriss, se retrouve face à un choix impossible. Croire l'homme qu'elle aime ou protéger un adolescent qu'elle estime en danger. Une décision déchirante qui pourrait bien sceller une rupture irréversible. En parallèle, la vie continue, tant bien que mal, à la résidence Massalia. Le départ de Nisma laisse un vide immense. Apolline, Morgane, Jules et Steve tentent de combler l'absence, chacun à leur manière. Steve, particulièrement touché, traverse une véritable crise existentielle. Derrière l'humour et l'ironie, il se met à douter de tout, de ses études, de son avenir, du sens même de ce qu'il construit. Une quête intérieure qui résonne avec les bouleversements plus sombres du Mistral. Et puis, au milieu de cette tempête, une autre histoire se dessine, plus intime mais tout aussi forte. Ariane et Jawad avancent vers la naissance de leur enfant. Entre cours de préparation à l'accouchement, projet de famille et peur silencieuse, Jawad s'interroge sur sa place, sur son rôle de père, sur la famille qu'il rêve de construire. Un fil de tendresse et d'humanité dans un épisode dominé par la tension et le doute. L'épisode 491 de Plus belle la vie ne se contente pas de raconter une intrigue policière. Il questionne la justice, la responsabilité, le regard que l'on porte sur les autres, et cette frontière fragile entre faute et bonne intention. C'est un épisode dense, profondément humain, où chacun lutte pour préserver ce qui lui reste de certitude. Alors installez-vous confortablement, car aujourd'hui au Mistral, les masques tombent, les lignes se brouillent et les conséquences pourraient être irréversibles. Dans la lumière douce du matin, Idriss et Louisa sont attablés en terrasse, deux cafés encore fumant entre eux. L'air est lourd, presque suspendu. Louisa le fixe, inquiète. T'as une sale tête, Idriss. Qu'est-ce qu'il se passe? Il soupire longuement avant de murmurer. Martin, il a fait un malaise. Le visage de Louisa se fige. Quoi? Mais comment? D'après Gabriel, il a deux côtes fêlées. C'est lui qui l'a ausculté. Elle fronce les sourcils. Et c'est toi qui l'as arrêté. Ouais. Un silence tendu s'installe. Louisa le regarde, scrutant la moindre expression. Tu regrettes? Je sais pas, il passe une main nerveuse sur son visage. Je l'ai attrapé fermement, oui, mais pas au point de lui casser des côtes. Surtout qu'il m'a foutu des coups de pied pour s'enfuir. C'est moi qui ai pris, pas lui. Louisa baisse les yeux, pensive. Peut-être que t'as pas mesuré ta force. Idriss secoue la tête, visiblement déchiré. C'est justement ça qui me fait flipper, et si j'avais dérapé sans m'en rendre compte? Il reste un moment silencieux, les doigts crispés autour de sa tasse. Luna me parle plus. Elle me juge sans même savoir. Louisa tente de l'apaiser. T'as fait ton boulot, Idriss. Mais parfois, la frontière entre justice et culpabilité elle est mince.
Il lève les yeux vers elle, le regard perdu, usé. Ouais, et je sais plus de quel côté je suis. Louisa pose sa main sur la sienne. Le bruit des tasses, les conversations du Mistral, tout s'efface. Ne reste que le poids du doute, celui d'un flic qui croyait maîtriser ses gestes et qui découvre qu'en une seconde, tout peut basculer. Dans la salle d'interrogatoire, l'atmosphère est lourde. Martin, assis face à Ariane, garde les yeux baissés. Sur la table, un simple dossier et un téléphone sous scellé. Ariane, d'un ton calme mais ferme, lui rappelle. L'interrogatoire va reprendre, Martin. Tu sais, si tu reconnais les faits, ça peut jouer en ta faveur. Tu es mineur, donc si tu coopères, tu n'auras pas de casier judiciaire. Le garçon relève la tête, les yeux rougis. Vous croyez que ça change quelque chose? De toute façon, tout le monde me voit comme un délinquant. Ariane se penche légèrement en avant. Non. Mais c'est à toi de prouver que t'en es pas un. Martin hésite, triturant ses doigts. Puis il lâche dans un souffle. J'ai volé le téléphone, oui. Pourquoi, Martin? C'était pas pour moi. Alors pour qui? Le silence s'installe, pesant, presque douloureux. Enfin, Martin murmure. C'était pour Lucie. Ariane fronce les sourcils. Pour Lucie? Ouais, elle faisait son anniversaire, et moi j'avais rien. Je voulais pas arriver les mains vides. Alors je me suis dit que si je revendais le téléphone, je pourrais lui acheter un cadeau. Ariane reste figée, touchée malgré elle. Et tu pensais que ça lui ferait plaisir? Je voulais juste qu'elle m'aime bien. Mais maintenant, elle me déteste. Elle m'a dit que j'étais qu'un voleur. Il ravale difficilement ses larmes. Je voulais juste faire un truc bien, pour une fois. Et je me suis encore plantée. Ariane croise les bras, la voix plus douce. Parfois, les bonnes intentions mènent à de mauvaises décisions, Martin. Mais il n'est pas trop tard pour réparer. Il lève les yeux vers elle, fragile et perdu. Et comment on fait ça? En disant toute la vérité et en acceptant d'en assumer les conséquences. De l'autre côté de la vitre sans teint, Idriss observe la scène, le visage grave. Ce gamin qu'il croyait dur, insolent, n'est en réalité qu'un adolescent blessé, un gosse qui voulait simplement être aimé. Dans la cuisine du Mistral, Jawad s'affaire avec un sérieux presque comique. Devant lui, un bol rempli d'une étrange mixture verte fume légèrement. Ariane, sceptique, le regarde en plissant les yeux. Et ça, c'est censé être quoi? Une potion magique? Jawad sourit, fier de lui. Exactement. Un mélange spécial gingembre, citron et miel. C'est plein de vitamines, bon pour toi et pour le bébé. Ariane grimace. Rien que l'odeur me donne envie d'accoucher tout de suite. Allez, fais-moi confiance. Le 7 mai, c'est bientôt, faut que t'aies la forme. Elle prend une gorgée, puis tousse. Burke, tu veux me tuer avant le terme, c'est ça? Jawad éclate de rire. Non, je veux juste que tu sois prête. On pourrait même faire des cours de préparation à l'accouchement ensemble. Ariane le regarde, attendrie malgré elle. T'es vraiment à fond, toi? Ben ouais. Je veux être au top quand notre bébé arrivera. Elle détourne le regard, un petit sourire au coin des lèvres, touchée par sa sincérité. Pendant ce temps, à la résidence Massalia, l'ambiance est tout autre. Apolline traîne dans le salon avec Morgane et Jules, l'air triste. Franchement, ça va être trop dur sans Nisma. Morgane essaie de la consoler. Allez, on va pas se laisser abattre. Et si on faisait une partie de fléchettes? Ça changera les idées. Jules hoche la tête sans conviction. Le silence s'installe, lourd d'absence. Apolline soupire. Et Steve? Il est même pas venu lui dire au revoir? Morgane baisse les yeux. Il pouvait pas. Il m'a dit qu'il avait pas eu le courage. Il déprime, hein? Ouais. Il fait le fort, mais il a le cœur en miettes. Apolline regarde la fléchette qu'elle tient entre les doigts.
On dirait qu'on a tous un peu perdu quelqu'un aujourd'hui. Et dans ce petit salon silencieux, les rires de Nisma semblent encore flotter, comme un écho qui refuse de s'éteindre. Dans le bureau du commissariat, la tension est palpable. Stanislas, impassible derrière son bureau, observe Martin, assis en face de lui, les bras croisés, le regard défiant. À ses côtés, Luna semble à bout, tandis qu'Idriss tente de garder son calme. Stanislas ouvre la séance d'une voix posée. Martin, on va reprendre calmement. Tu es entendu aujourd'hui pour faire le point sur ce qu'il s'est passé. Martin hausse les épaules. Y a rien à dire, j'ai rien volé cette fois. Luna intervient, exaspérée. Martin, arrête un peu. Louisa t'a pardonné, elle ne portera pas plainte. C'est déjà une chance. Idriss confirme d'un ton sec. Exactement. Elle a dit qu'elle voulait tourner la page. Mais Martin reste de marbre. C'est pas à moi de m'excuser. Luna écarquille les yeux. Comment ça, pas à toi? Tu as menti, volé, frappé un flic, Martin. Le jeune garçon redresse la tête, la voix vibrante de colère. Justement. C'est lui qui doit s'excuser. Idriss fronce les sourcils. Pardon? Martin le fixe droit dans les yeux, sans la moindre peur. Ouais, vous m'avez frappé, capitaine Salem. Je vais porter plainte contre vous pour violence policière. Un silence glacial s'abat dans la pièce. Luna, abasourdie, lâche un faible. Martin, mais qu'est-ce que tu racontes? Stanislas échange un regard lourd avec Idriss, puis reprend d'une voix neutre mais ferme. C'est une accusation grave, Martin. Tu réalises ce que tu dis? Le jeune garçon hoche la tête, les yeux pleins de défi. Parfaitement. J'ai des bleus, des côtes fêlées, un médecin qui peut le prouver. Vous croyez que je vais laisser passer ça? Idriss blêmit, entre choc et colère contenue. Tu renverses tout, Martin. C'est toi qui t'es rebellé, toi qui m'as frappé le premier. Stanislas lève une main pour calmer le jeu. Capitaine, s'il vous plaît. On va traiter cette déclaration comme il se doit. Luna, la voix tremblante, murmure. Martin, tu te rends compte de ce que ça va provoquer? Mais le garçon détourne le regard, muré dans son orgueil blessé. Et dans ce silence pesant, chacun comprend qu'une nouvelle tempête s'abat sur le Mistral, une tempête judiciaire et morale, où la vérité risque de se perdre entre colère, culpabilité et manipulation. Dans le hall tranquille de la résidence Massalia, un jeune homme pousse timidement la porte d'entrée. Il tient un sac de sport à la main et regarde autour de lui, un peu perdu. Bonjour excusez-moi, quelqu'un saurait où est la buanderie? Silence total. À quelques mètres, Apolline, Morgane et Jules sont chacun rivés à leur ordinateur. Seuls les cliquetis des claviers et le bourdonnement du Wi-Fi remplissent la pièce. Le nouveau venu attend, regarde à gauche, à droite, toujours aucune réponse. Il soupire. Bon bah, super ambiance. À ce moment-là, Steve entre, tasse de café à la main. Il observe la scène, agacé. Sérieusement? Vous voyez pas qu'il y a un mec qui vous parle? Aucune réaction. Alors, sans prévenir, il s'approche de la box internet et débranche le Wi-Fi. Un cri général éclate. Mais qu'est-ce que tu fais, Steve? Hurle Morgane. Je nous rends notre humanité, voilà ce que je fais. Réplique-t-il avec ironie. Le nouveau résident, amusé, finit par sourire. Merci mec, je me sentais un peu transparent. Plus tard, Jules retrouve Steve assis dehors sur un banc, l'air pensif. T'es tendu, toi? C'est à cause du Wi-Fi? Plaisante Jules. Steve secoue la tête, un demi-sourire aux lèvres. Non. C'est le départ de Nisma, je crois. Depuis qu'elle est partie, j'ai comme un vide. Et puis je me pose des questions sur tout. Genre à quoi ça sert tout ça? Les études, le boulot, les journées qui se ressemblent. J'ai l'impression d'être inutile. Jules le regarde, un peu interloqué. Ok, mec, t'es en pleine crise existentielle.
Steve rit nerveusement. Ouais, peut-être bien. Mais tu vois, j'aimerais juste trouver du sens. Comprendre pourquoi je me lève le matin. Jules pose une main sur son épaule. Alors commence par te reconnecter mais pas au Wi-Fi cette fois. Aux gens. À la vraie vie. Steve esquisse un sourire, presque ému. Dans son regard, un mélange de lassitude et d'envie de changement, comme si, à son tour, il s'apprêtait à entamer un voyage intérieur. Dans le salon animé de la résidence Massalia, Jules débarque avec son éternel carnet de notes et un grand sourire. Steve, affalé sur le canapé, lève un sourcil. Qu'est-ce que t'as encore inventé? Une idée de génie, comme d'hab. Je prépare une mini-série d'interviews pour ma chaîne. Et je veux que tu sois le premier invité, Léa vu par un geek. Steve éclate de rire. Sérieux? Tu veux que je te parle de mes nuits blanches à coder des bots qui me répondent plus poliment que mes potes? Exactement. S'enthousiasme Jules. C'est du win-win, toi, tu t'exprimes, moi, je gagne du contenu. Steve hésite, puis finit par sourire. Allez, vendu. Mais je te préviens, je vais parler vrai. Pas de filtre. C'est pour ça que je te veux, mec. Répond Jules, hilar. Pendant ce temps, au pavillon des fleurs, l'ambiance est nettement plus respiratoire. Babette, sérieuse et bienveillante, anime un cours de préparation à l'accouchement pour un petit groupe de futurs parents. Face à elle, Ariane et Jawad s'appliquent, assis sur des tapis. Inspirez profondément et soufflez lentement. Babette les observe, amusée. Doucement Ariane, on respire, on n'attaque pas un suspect. Tout le monde éclate de rire. Jawad, lui, prend le cours très à cœur. Il compte les respirations, caresse doucement le ventre d'Ariane, concentré comme un élève modèle. Respire avec moi, allez, on est une équipe. Ariane lève les yeux au ciel mais ne peut s'empêcher de sourire. Toi, t'as raté ta vocation. T'aurais dû être coach zen. Un peu plus tard, au Mistral, Jawad retrouve Thomas au comptoir. Il commande un café, visiblement pensif. Alors, le futur papa, ça se passe comment? Demande Thomas avec un clin d'œil. Jawad soupire, un sourire mélancolique au coin des lèvres. Je suis heureux, mais je me prends la tête. J'ai pas envie d'être un papa à mi-temps, tu vois? Je veux être là, vraiment là. Thomas l'écoute attentivement. Et Ariane, elle en dit quoi? Elle parle pas trop d'avenir. Et Zoé, j'aimerais qu'on vive ensemble, qu'on devienne une vraie famille. Mais je sais pas si elle est prête. Thomas lui pose la main sur l'épaule. Laisse le temps faire, Jawad. Si t'es sincère et on sait que tu le es, elles finiront par te laisser une place. Jawad hoche la tête, ému. Ouais mais je me dis que si j'attends trop, c'est peut-être moi qui perdrai ma place. Et dans ce regard plein d'espoir et de doute, on devine toute la vulnérabilité d'un homme qui veut simplement être aimé et reconnu comme un père à part entière. Dans le bureau de Patrick Nebout, l'atmosphère est lourde. Le commissaire pose un dossier sur la table, le visage fermé. Capitaine Beaumont, je vous confie l'enquête préliminaire sur l'incident entre Martin Riva et le capitaine Salem. Je veux un rapport complet, factuel, sans affect. Stanislas, impeccable dans son uniforme, acquiesce sans ciller. Bien, monsieur Nebout. Je m'en occupe personnellement. Idriss, assis sur le côté, serre la mâchoire. Sérieusement? Vous allez me faire interroger par un type qui refuse qu'on le tutoie? Stanislas tourne calmement la tête vers lui. Je ne refuse pas qu'on me tutoie, capitaine Salem. J'estime simplement qu'un minimum de distance professionnelle est nécessaire. Le ton est glacial, l'ambiance électrique. Patrick tente de calmer le jeu. Idriss, tu collabores. Et toi, Stanislas, tu fais ton enquête comme d'habitude, carré. Mais à peine sorti du bureau, Idriss souffle à voix basse. Ouais, carré comme un mur. Plus tard, dans la salle d'interrogatoire, Stanislas reçoit séparément Martin et Idriss. Les deux versions ne pourraient pas être plus opposées. Martin, calme et déterminé,
raconte d'une voix posée. J'ai essayé de partir, il m'a plaqué contre un mur. J'ai entendu un craquement, après j'ai plus pu respirer. Stanislas prend des notes, le visage neutre. Vous confirmez ne pas avoir frappé le capitaine Salem avant cela? J'ai juste voulu me dégager. Il m'a attrapé, c'est tout. Quelques heures plus tard, c'est au tour d'Idriss. Il s'assoit, tendu, le regard planté dans celui de Stanislas. Martin m'a agressé le premier. Je l'ai maîtrisé, point. Il s'est débattu, je l'ai retenu fermement, c'est tout. Stanislas relève la tête. Pourtant, le certificat médical parle de 6 jours d'ITT et de côte fêlée. C'est plus qu'une simple retenue. Idriss se redresse, piqué au vif. Vous croyez que j'ai fait exprès de lui faire mal? Vous avez déjà arrêté un ado qui se débat comme un fou? Ce n'est pas à moi d'en juger. Je fais mon travail. Répond froidement Stanislas. Idriss lâche un rire amer. Ouais, votre travail sauf que j'ai comme l'impression que vous avez déjà choisi votre camp. Le silence s'installe. Stanislas referme calmement son dossier. Je choisis les faits, capitaine Salem. Pas les versions. Mais en quittant la pièce, Idriss ne décolère pas. Entre lui et Stanislas, la méfiance est désormais totale et une fracture nette vient de se créer au cœur du commissariat. En fin d'après-midi, Idriss franchit la porte du pavillon des fleurs, le regard lourd, les traits tirés. Luna, assise au comptoir, lève à peine les yeux. Elle sait pourquoi il est là. Le silence s'installe avant qu'elle ne souffle, d'une voix douce mais ferme. Idriss, je crois qu'il vaut mieux qu'on ne se voit plus. Il la fixe, incrédule. Quoi? À cause de cette histoire? Oui. Parce que je ne peux pas ne pas croire Martin. Il est jeune, perdu, blessé. Et si je doute de lui, je le trahis. Les mots claquent, nets, mais dans le regard de Luna, on lit la douleur. Idriss secoue la tête, la voix tremblante. Et moi, tu crois que j'ai quoi à gagner là-dedans? Je l'ai juste arrêté, Luna. C'était mon boulot, rien d'autre. Peut-être mais il dit autre chose. Et moi, je ne peux pas être juge. Un long silence les enveloppe. Idriss s'avance, cherchant désespérément une lueur d'espoir. Tu pourrais au moins essayer de lui parler. Le convaincre de retirer sa plainte. Il ne réalise pas ce qu'il fait, je risque gros, Luna. Très gros. Luna détourne le regard, la voix brisée. Je ne peux pas. Ce serait trahir sa confiance et la mienne. Idriss reste figé, le souffle court. Puis il murmure, presque pour lui-même. Martin veut tout détruire et toi, tu le laisses faire. Il se tourne vers la porte, le regard embué. Avant de sortir, il lâche, d'une voix étranglée. Tu sais ce qui est le pire? C'est que je te comprends encore. Luna ferme les yeux, bouleversée. La porte se referme lentement derrière Idriss. Et dans ce silence, ne reste que la tristesse, le regret et le sentiment cruel que quelque chose vient de se briser pour de bon. Avant de refermer cet épisode, une certitude s'impose, l'épisode 491 de Plus belle la vie marque un véritable point de bascule pour le Mistral et pour ceux qui y vivent. Rien n'est définitivement tranché, et pourtant, tout a déjà changé. Les certitudes se fissurent, les liens se fragilisent, et chacun se retrouve face à ses propres limites. Idriss avance désormais avec le poids du soupçon, conscient qu'un simple geste peut briser une carrière et une histoire d'amour. Martin, lui, s'enferme dans une accusation lourde de conséquences, convaincu que c'est le seul moyen d'exister et de ne plus subir. Entre eux, la vérité semble se perdre dans un brouillard fait de colère, de peur et de blessures anciennes. Au commissariat, la confiance vacille, les silences deviennent plus éloquents que les mots, et l'enquête ne fait que commencer. À la résidence Massalia, l'absence de Nisma continue de résonner, réveillant chez Steve et les autres une question essentielle: comment avancer quand quelque chose ou quelqu'un nous manque profondément? Et pendant que certains doutent, Ariane et Jawad tentent de construire, malgré tout, un avenir, porté par l'espoir fragile d'une nouvelle vie à venir. Cet épisode laisse derrière lui une impression lourde,
presque vertigineuse. Celle d'un monde où rien n'est jamais totalement juste ou totalement faux, où chaque choix entraîne des conséquences durables, parfois irréparables. Le Mistral, fidèle à lui-même, devient le théâtre de ses combats intimes et moraux, où chacun cherche sa place, son sens, et un peu de lumière. Merci d'avoir suivi ce décryptage jusqu'au bout. Si vous voulez continuer à analyser, comprendre et ressentir chaque nuance de Plus belle la vie, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, à partager votre point de vue en commentaire et à rester avec nous pour la suite. Car une chose est sûre, après cet épisode 491, plus rien ne sera vraiment comme avant.